Dans ce premier récit, on va voir le témoignage de Sanae. Sanae nous dit qu'elle avait 16 ans, qu'on était un vendredi ou un samedi soir, qu'elle était tranquillement chez elle, quand elle a reçu un message. Un message qui venait d'un numéro qu'elle n'avait pas enregistré dans son téléphone, donc le numéro apparaissait tel quel, et ce message disait « Est-ce que tu veux sortir, tu fais quelque chose ?» Personne n'avait signé ce message, du coup elle n'avait aucun moyen de voir qui c'était. Elle a répondu à ce message pour demander qui c'était, et directement le numéro qui lui avait envoyé le fameux message l'a appelé. C'était un ami, Hong, qui l'avait contacté. Sanae est très surprise parce que ce fameux Hong était quelqu'un d'assez réticent vis-à-vis de la technologie, il n'avait pas de téléphone, et du coup Sanae était plutôt contente de se dire bah tiens, ça y est, il a franchi le pas, il a pris un téléphone. Sauf que Hong lui dit que ce n'est pas son téléphone à lui, mais celui d'un ami. Malheureusement ce soir-là, Sanae devait se coucher assez tôt, du coup elle a refusé la fameuse sortie qui lui était proposée, et elle a donc raccroché, elle est ensuite partie se coucher. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Vers minuit, Sanae a reçu un autre message, du même numéro, du coup elle se disait que son ami Hong l'a recontacté, sauf que pas du tout. Ce message disait « Salut, je suis Daniel, l'ami de Hong. Je suis en train de m'ennuyer, donc est-ce que ça te dit qu'on discute un petit peu ?» Étant assez jeune et pas encore endormie, Sanae se dit « C'est l'ami d'un ami, pourquoi pas entamer une discussion ?» Elle ne voit pas de mal, pas de problème à cette situation. Il parle un petit peu, c'était une conversation qui n'avait aucun but, il parlait de tout et de rien, mais il n'y avait pas de sujet bien précis à cette conversation. Et à 2 h du matin, ce fameux Daniel appelle Sanae. Daniel dit que Sanae lui paraissait gentille, et que du coup il voulait discuter de vive voix avec elle. La conversation s'est très bien passée, ils ont rigolé, ils ont passé un bon moment, et puis à la fin ils ont raccroché. Le lendemain matin, Sanae reçoit un nouveau message de Daniel. Toute la journée, ils discutent ensemble, et le soir, ils échangent de nouveau par appel, par téléphone. Tout au long de cette journée, elle en a appris un peu plus concernant ce jeune homme. Il travaille dans un centre commercial, dans un magasin précisément qui se trouve dans ce centre commercial, et d'ailleurs, Sanae est plutôt une cliente régulière de ce magasin. Ils parlent de plusieurs choses, de là où ils vivent, vraiment des conversations très bateau. Ils apprennent en échangeant qu'ils ne vivent pas si loin l'un de l'autre, à 20 minutes à peine en bus. Sanae apprend que ce fameux Daniel sait à quoi elle ressemble, parce qu'il a vu des photos que Hong lui a montrées, où elle était présente dessus. Il a également vu des pages de réseaux sociaux de Sanae. Néanmoins, Sanae, elle, n'a aucune idée de à quoi ressemble ce fameux Daniel, parce que lui n'a pas de réseaux sociaux, comme Hong. Sauf qu'à cette étape-là, Sanae, elle s'en fout de à quoi ressemble ce fameux Daniel, parce qu'elle, elle n'est pas intéressée par une relation avec lui. Le temps passe, une semaine à peu près, où le même type de journée se passe, où elle discute tranquillement avec Daniel pendant pas mal de temps. Vient donc ensuite des vacances scolaires. Daniel, comme Sanae étant libre par rapport au temps, ils n'ont plus école, donc ils sont plutôt libres de faire ce qu'ils veulent, va pousser Daniel à dire qu'ils devraient se rencontrer vu que ça fait pas mal de temps qu'ils discutent et qu'ils sont libres tous les deux. Sanae, à ce moment-là, elle en a pas vraiment envie. Du coup, elle dit à moitié la vérité en disant qu'elle a des cours de rattrapage avec un tuteur, enfin qu'elle n'est pas disponible. Et c'est là que le comportement de Daniel va changer un petit peu. Il va envoyer de plus en plus de messages. Si jamais Sanae ne répond pas assez rapidement à son goût, il va envoyer encore plus de messages. En soi, c'est comme si ces deux personnes étaient en couple. Et Sanae a mis d'ailleurs les points sur les i par rapport à ça. Elle a dit « Désolé, si je réponds pas, c'est que je suis occupé, mais je te réponds dès que je le peux. » Mais ça ne change rien au comportement de Daniel. Il continue de la bombarder de SMS. Et à chaque fois, il est assez insistant sur un fait, celui de la rencontrer en personne. Et à plusieurs reprises, il va dire qu'il est pas loin de sa ville et qu'ils devraient se rencontrer. Plusieurs fois, il est très insistant à ce sujet-là. Au bout d'un moment, Sanae en a marre et elle décide de ne plus répondre. Sauf qu'elle va recevoir un appel d'un numéro qu'elle ne connaît pas, mais un numéro qui semble venir de sa ville. Elle décroche, et à sa grande surprise, elle se rend compte que c'est Daniel. Daniel réitère encore une fois sa demande, il dit « S'il te plaît, est-ce que tu veux qu'on sorte? J'aimerais qu'on se voit et tout. » Et là, Sanae dit qu'elle n'est pas chez elle. Elle invente des mensonges pour se sortir de cette situation qui commence à l'agacer. Pour se désengorger de cette situation, elle dit « T'inquiète pas, je t'enverrai un message dès que je serai libre et qu'on pourra se voir. » Elle raccroche et elle analyse un petit peu le numéro qui l'a appelé. Elle se rend compte que c'est un numéro qui vient d'une cabine téléphonique de sa ville, et cette cabine téléphonique se trouverait à une rue pas trop loin de celle où elle vit. Est-ce qu'on n'aurait pas de quoi s'inquiéter déjà à ce moment-là? Est-ce qu'on n'aurait pas déjà des petites lettres rouges dans nos têtes qui indiqueraient « Attention, attention, potentiel danger en approche ». Daniel ne lâche pas l'affaire, elle continue d'envoyer plein de SMS à Sanae. Sanae, elle commence à se dire « Il commence à me saouler. Je ne réponds plus. » Mais la situation a commencé à inquiéter un peu plus sérieusement Sanae. Parce que, ayant pas mal conversé avec ce Daniel, elle a notamment dit où elle habitait, ce qu'il y avait dans sa rue, qu'il y avait un collège, du coup, forcément, pour le jeune Daniel, qui a l'air d'avoir un esprit assez particulier, il pouvait réduire un peu la zone de recherche, justement, pour retrouver Sanae si jamais il la cherchait. Il savait quel bus elle prenait pour se déplacer, à quel arrêt elle prenait le bus
ou encore où elle en descendait, et régulièrement, Daniel demandait ce que portait comme vêtements Sanae, comme s'il cherchait en fait à savoir à quoi elle ressemblait, ce qu'elle faisait à quel moment, pour la voir. Peut-être que Daniel était, sans que Sanae le sache encore, un stalker. Et tout ça, du coup, ça l'a fait un peu cogiter. Du coup, elle envoie un message à un moment donné à Daniel en disant qu'elle ne veut pas le rencontrer, que ça n'arrivera pas de sitôt en tout cas. Enfin ça, c'est peut-être ce qu'elle aurait dû faire. Parce que ce qu'elle a fait, c'est laisser les choses couler. Elle se dit en fait, j'ai pas besoin de lui dire d'aller se faire voir ou quoi que ce soit, parce que je ne me soucie pas de lui. Donc si je ne me soucie pas de lui, pourquoi ça me poserait un problème qu'il fasse tout ça? Elle se dit, au fond d'elle, bon, quels sont les risques que ce soit quelqu'un de dangereux? Le risque n'est jamais de zéro en tout cas. La période scolaire reprend. Les vacances sont terminées. Et cette période-là, ça rassure un petit peu plus Sanae parce qu'elle se dit que Daniel devait lui aussi suivre son cursus scolaire et que du coup il était beaucoup moins disponible pour venir la voir. Elle se dit que le seul endroit où elle pourrait potentiellement le croiser, c'est le fameux centre commercial où il travaille. Du coup elle se dit, si jamais je suis amené à aller dans cet endroit, il faudrait que j'y aille à des heures où je suis sûr que je ne croiserai pas. Et Sanae se rend compte qu'elle pense quand même beaucoup à cette situation. Peut-être plus qu'elle ne veut bien se l'avouer. Elle ne veut pas s'avouer que d'un côté, tout ça lui fait un peu peur. Et penser à tout ça, ça l'énerve même. Mais elle veut pas être méchante avec le Daniel, lui dire t'es un taré, arrête de me poser des questions, arrête de me parler. Elle veut pas non plus le vexer, car elle se dit que peut-être c'est juste un jeune homme qui ne sait pas forcément parler, qui est très insistant sans s'en rendre compte. Néanmoins, Daniel, lui, il lâche pas l'affaire, il continue de la bombarder de SMS. Sanae répond, des fois, de temps en temps, et à un moment donné, de manière très polie, elle dit qu'elle a bientôt des examens et qu'elle ne veut pas être distraite et que c'est pour ça qu'elle ne répondra pas. C'est à partir de là qu'elle a commencé à ignorer totalement les messages de Daniel. Mais là encore, rebondissement dans l'affaire. Elle reçoit un message d'un autre numéro, un numéro qu'elle ne connaît pas. Surprise, mais également curieuse, Sanae répond à ce numéro, elle demande qui est-ce. Et devinez qui c'était. C'était moi. Non, c'est pas vrai. Je n'ai rien à faire dans cette histoire. C'était Daniel, également, vous vous en doutiez sûrement, qui utilisait le téléphone de sa mère pour contacter Sanae. Et Daniel n'est pas très content que Sanae ait répondu à ce numéro de téléphone. Il dit, attends, tu lui réponds à elle, au téléphone de ma mère, mais pas à moi. Sanae, elle en peut clairement plus. Elle se dit, c'est une blague. Le temps passe encore un petit peu. Sanae revient d'un concert, elle rentre chez elle, et là sa mère l'interpelle pour lui dire qu'une de ses connaissances, du nom de Morley, l'a appelé. A appelé chez elle, il est tombé sur la mère et il aurait demandé si Sanae était là et si elle avait un petit ami. Sanae, elle est très surprise, parce que Morley, c'est un de ses camarades de classe qui date du primaire, donc quand elle était petite, elle ne lui a jamais pu trop parler à partir de cette époque, et bien que sa mère et la mère de Morley échangeant encore occasionnellement, ils n'avaient aucun lien. Elle se dit, je comprends pas ce qui se passe. Et le lendemain, le fameux Morley la rappelle. D'abord, il s'excuse de la déranger, mais il dit qu'il a vraiment besoin de lui poser une question. Il pose donc la fameuse question, est-ce que tu as un petit ami? Sanae répond la vérité, elle dit que non, et là Morley semble assez surpris. Il dit, mais est-ce que tu connais quelqu'un qui s'appelle Daniel? Là, Sanae va raconter un peu l'histoire, elle va dire que oui, ils ont échangé un peu par SMS, mais rien de plus. Là, Morley va révéler que ce fameux Daniel fait partie de son groupe d'amis, mais assez vaguement, parce qu'il traîne avec les amis de Morley, mais personne n'aime réellement Daniel. Et bon, sujet de conversation classique pour un groupe de garçons, il parlait de filles. Et ce Daniel en serait venu à raconter que Sanae était sa petite amie. Et il aurait donné d'ailleurs beaucoup de détails à ce sujet-là pour légitimer ce qu'il racontait. Il disait à quoi elle ressemblait, ce qu'elle portait comme type de vêtements, ce qu'elle suivait comme cursus scolaire, plein de détails en soi que Sanae lui avait donné au cours des conversations plutôt banales qu'ils avaient eues entre eux. Et c'est là qu'on va rentrer un peu dans le sordide. Parce que ce fameux Daniel, il racontait pas juste ça. Des fois, il se pointait à son école avec un sac rempli de vêtements, pas des vêtements de Sanae mais des vêtements à lui, et il disait qu'il avait passé la nuit chez elle, et il racontait comment il l'a bourlingué dans tous les sens. On a affaire à un sacré cas là. Sauf que il s'arrêtait pas, hein. Il racontait ça en boucle et en boucle et en boucle. Et à un moment donné, il en est venu à montrer une photo de Sanae. Et c'est là que Morley a reconnu Sanae et qu'il a pris la décision de l'appeler pour savoir si le fait qu'ils étaient ensemble était vrai ou pas. Morley, au téléphone en apprenant tout ça, que Sanae n'est pas la petite amie de Daniel, est assez choqué, il est assez énervé, il dit qu'il a eu des propos assez méchants, très crus à son égard, et du coup il voulait savoir si c'était vrai ou pas. La conversation se termine, et Morley dit qu'il rappellera Sanae quelques jours plus tard. Néanmoins, pour le Daniel, ça ne s'arrête pas là. Il continue d'essayer de contacter Sanae en boucle, sauf que Sanae, après avoir entendu ce que lui racontait à son groupe de potes, elle avait clairement pas envie de lui parler. Elle a donc décidé de bloquer son numéro de téléphone. Elle aurait peut-être dû le faire avant. Le temps passe un petit peu, et une journée, après les cours, vers 18h, elle reçoit un appel. Un appel de Morley, de nouveau. Morley raconte que ce jour-là, à l'école, Daniel est revenu avec un sac de vêtements comme une autre fois,
et qu'il racontait de nouveau à quel point il avait bourlingué Sanae dans tous les sens et qu'il avait passé la nuit chez elle. Sauf que là, Morley, lui, il est au courant que c'est faux. Du coup, il l'a affiché devant tout le monde. En gros, il raconte tout ce que Sanae lui a dit. Il dit « Arrête de mitonner, vous ne vous êtes jamais vu, vous avez juste parlé un petit peu par SMS, mais c'est tout. » Daniel a dû très mal prendre ce qui avait été dit, parce que cette nuit-là, le téléphone de Sanae n'a pas arrêté de sonner, non pas par des appels de Daniel, mais par des appels qui venaient du numéro de sa mère. C'est normal, le numéro étant bloqué, il ne pouvait plus la contacter. Et il y a une personne dans cette affaire qui voit un peu le truc de loin et qui se dit « Mais qu'est-ce qui se passe ?» C'est la mère de Sanae. Elle se pose des questions, pourquoi son téléphone n'arrête pas de sonner, et Sanae lui raconte toute l'histoire. La mère décide de décrocher au téléphone, et elle tombe sur Daniel. Daniel est un peu surpris de tomber sur la mère de Sanae, et il dit qu'il doit absolument lui parler. Sauf que la mère, elle est catégorique, elle refuse. Elle dit « Écoute mon petit gars, on n'appelle pas les gens comme ça toute la nuit, c'est inapproprié, t'arrêtes. Et t'arrêtes pas seulement de l'appeler cette nuit, tu arrêtes de l'appeler tout court. » Daniel ne se décourage pas pour autant, il essaye toujours de contacter Sanae et Sanae lui envoie une seule fois un message pour lui dire « Laisse-moi tranquille ». Bon, l'histoire est quasiment finie, je vais vous dire comment ça s'est terminé. Daniel a essayé d'appeler Sanae avec un troisième numéro, sauf que la mère de Sanae, elle en pouvait plus. Elle trouvait ça totalement inapproprié et saoulant. Du coup, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a appelé avec son numéro à elle, la mère de Daniel. Elle a tout raconté, et à partir de ce moment-là, Sanae n'a plus une seule nouvelle du jeune Daniel. Et quelqu'un refait son apparition, un peu plus tard. L'ami qui a mis en soi en relation Daniel et Sanae, Hong. Il appelle Sanae pour dire qu'il avait découvert ce qui s'était passé, qu'il était très choqué. Il dit que Daniel était plus une connaissance qu'un véritable ami, et qu'en fait, le fameux soir où il a réussi à choper le numéro de Sanae, en fait, Hong était tout seul chez lui, Daniel s'est présenté à lui, et en fait il s'est un peu imposé quoi, il voulait pas partir. Et du coup, Hong a passé une soirée avec Daniel comme ça un peu à contre-cœur. Ce qui a déclenché ensuite derrière la fameuse soirée où Daniel a pris le numéro de Sanae, et ainsi de suite. Cette histoire maintenant est terminée. On n'a pas affaire à quelque chose d'horrifique vraiment, où le mec va vouloir la tuer et tout, mais c'est quand même très grave de voir les rumeurs que Daniel a lancé à l'encontre de Sanae. C'est très grave de voir ça. Après, c'est très grave aussi de voir à quel point ce Daniel était un mythomane, parce que là, on voit ça dans une sphère très jeune, mais ça aurait pu évoluer d'une manière beaucoup plus grave. Typiquement, pour moi, ce genre de personne, alors soit c'est quelqu'un qui n'est pas doué socialement, et du coup, il ne sait pas avoir d'interaction sociale normale avec les gens, et du coup peut-être il faudrait voir un psychologue, ce genre de choses, ou alors c'est clairement un stalker, psychopathe en devenir, parce qu'on voit qu'il va carrément chez Sanae comme ça, sans qu'on lui demande rien du tout, avec un peu plus d'assurance et d'âge, qui sait ce qu'il aurait été capable de faire. Peut-être d'agresser Sanae, peut-être de s'infiltrer chez elle, peut-être de la kidnapper, qui sait. On ne sait pas du tout ce qui aurait pu se passer si jamais il avait été un peu plus vieux ou qu'il aurait peut-être un peu plus d'assurance. Et heureusement d'un côté qu'on ne le sache pas. Maintenant on va voir l'histoire de Ethan. Ethan est un jeune garçon qui en l'été 2015 a emménagé dans une maison avec un colocataire qu'il ne connaissait pas, qui s'appelle Mike. Mike était quelqu'un d'un peu asocial, qui avait un comportement assez étrange, et ça va se justifier, vous allez le voir pendant l'histoire. Ethan avait grand besoin d'un logement. C'est pour ça qu'il a accepté cette colocation avec Mike, bien qu'il ne le connaissait pas. Et au fur et à mesure du temps, il a fait un peu sa connaissance, ce qui est plutôt logique. Il apprend que Mike est quelqu'un qui se drogue. Il se drogue, mais sinon à côté de ça, il mène une vie normale. Il travaille, mais il travaille totalement drogué. Mais le comportement plutôt chelou de Mike ne va pas s'arrêter là, loin de là. Quand il était dans des états de transe plutôt intenses, il faisait des blagues, mais des blagues assez tordues. Il disait « J'espère que tu ne sens pas l'odeur qui vient du sous-sol. Si tu sens quelque chose qui vient du sous-sol, ne va pas voir, essaye de ne pas y penser, ce genre de choses. » Il était très insistant par rapport à ça quand il était en état de transe. Et justement, à force d'en parler, forcément, Ethan, il y pensait beaucoup. Et à un moment donné, justement, Ethan, il pose une question, il dit « Mais pourquoi tu me parles de ça? Qu'est-ce qu'il y a dans le sous-sol qui fait une odeur aussi nauséabonde dont tu me dis de ne pas me méfier ?» Et Mike va dire « T'inquiète pas, j'utilise des produits chimiques pour me débarrasser des corps. » Et il dit ça avec un sourire malsain. Donc forcément, Ethan, il est pas très bien à ce moment-là. Il est pas très bien, mais il se dit, c'est pas un tueur. Il a juste un sens de l'humour pourri. Le temps passe encore, et Mike va commencer à être assez insistant sur autre chose. Il va souvent demander quels sont les horaires de Ethan qui travaillait. Il demande à chaque fois, est-ce qu'aujourd'hui tu comptes sortir? À quelle heure? Où tu vas? Pour combien de temps? C'est quoi tes heures de travail? Tu reviens à quelle heure? Tu pars à quelle heure? Vous voyez, il va être très insistant sur ça pour savoir quand est-ce qu'il est tout seul chez lui. Un jour, Ethan est rentré à une heure qu'il n'avait pas annoncée à Mike.
et il a été surpris d'entendre quelque chose qui l'a un peu choqué, même beaucoup. Il entend un son venir du sous-sol, mais pas de la musique ou ce genre de choses. Il entend des cris, comme si c'était des cris étouffés. Ethan a regardé un petit peu dans la maison, mais Mike n'était pas là. Il n'était pas là en tout cas dans les pièces principales de la maison. Donc il était potentiellement au sous-sol. Et il était sûr que Mike était là parce que sa voiture était dans l'allée. Donc s'il n'avait pas été là, la voiture n'aurait pas été là. Logique. Donc il se dit, Mike est forcément quelque part dans la maison. Et vu que je ne le vois pas, il est très certainement au sous-sol. D'où viennent les cris. À d'autres occasions, Ethan remarquait que Mike mettait de la musique très fort. Il se disait que c'était peut-être pour étouffer les cris qu'il avait précédemment entendus. Une autre fois, alors que Mike était en transe, il faisait des remarques sur les prostituées, disant qu'elles ne méritaient pas de vivre, qu'il faudrait que quelqu'un s'occupe d'elles, que personne ne se souciait d'elles, que lui il était prêt justement à faire ce travail. Vous voyez des propos très malsains, surtout quand tu as vécu tout ce que Ethan a vécu juste avant. Et c'était un sujet qui revenait assez régulièrement, la violence vis-à-vis des prostituées. Et à un moment donné, il va dire d'ailleurs autre chose qui va encore une fois mettre la chair de poule à Ethan. Il va dire, moi je pourrais les tuer, je suis un homme blanc qui a une carrière professionnelle, une maison, une voiture, qui m'accuserait? Jamais la police ne pourra me soupçonner. Et justement, ces mots-là, ça fait écho dans l'esprit d'Ethan. Il se dit, ok, c'est très redondant ce genre de sujet, ce sont des pensées très particulières, j'ai bien peur que ce qu'il me dit là, ce n'est pas une blague. Là, vous vous dites sûrement, mais pourquoi Ethan ne se barre pas? Ben tout simplement, il n'a pas beaucoup d'argent. Et déménager, ça coûte un peu de soupe. Et à ce moment-là, il n'a pas encore les moyens. On avance encore un peu dans le temps. Ethan faisait tranquillement sa lessive, quand une odeur vient lui chatouiller les narines, une odeur nauséabonde. L'odeur d'un corps en décomposition. La maison où il vit est relativement récente, donc ça ne pourrait pas être une odeur de moisissure qui venait des murs ou ce genre de choses. Et en plus de ça, l'odeur semblait venir d'une direction bien particulière, le sous-sol. Ethan fait quand même un petit tour de la maison pour voir s'il n'y aurait pas peut-être un rat mort quelque part ou quelque chose comme ça. Il ne voit rien. Il va donc penser à une petite stratégie pour demander à Mike un peu plus d'informations. Il se dit qu'il va lui poser une question, sous la forme un peu d'une blague. C'est ce qu'il a dit une fois qu'il a recroisé Mike, il a dit « Mec, tu devrais faire un meilleur travail, je sentais l'odeur de la décomposition jusque dans la lingerie. » Et là, Mike l'a regardé avec des yeux ébahis, un peu choqué, mais pas choqué en mode « Qu'est-ce que tu me dis ?» Choqué en mode « Tu sais ». En bégayant, Mike répond « Vraiment? Ah bon ?» Et sur ses positions, Ethan va dire « Ouais, vraiment ?» Et Mike répond « Merci de me l'avoir dit ». Et il s'enferme dans sa chambre après ça. Quelques jours plus tard, Ethan se rend compte que Mike va dans le vide sanitaire qui se trouve dans le garage, et il entend que Mike l'appelle. Ethan va le voir, et là Mike lui fait une demande un peu étrange. Il essaie de le convaincre de rentrer dans le vide sanitaire. Un vide sanitaire, si vous ne savez pas ce que c'est un espace qu'il y a sous la maison. Cette demande a totalement tétanisé Ethan. Il réfléchit rapidement pour se dire « Ok, comment je fais pour refuser ?» Parce qu'il se dit que s'il rentre là-dedans, il n'en sortira pas. Il trouve une excuse toute bête, il dit « Mince, je dois aller quelque part » et fort heureusement, ça fonctionne, ça prend. Après cet événement, Ethan remarque que Mike reste pas mal de temps enfermé dans le sous-sol, avec la porte cadenassée. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'Ethan ne s'y est jamais aventuré, même quand Mike n'était pas là. Il avait bien trop peur de voir ce qu'il aurait pu y découvrir. Mais après coup, il se dit que peut-être qu'il aurait dû, peut-être qu'il aurait pu sauver des vies. À quelques occasions, Mike a partagé certaines choses assez étranges mais quand même explicites à son colocataire, Ethan. Il lui a montré des vidéos de bondage, des vidéos des stuff movies, et tout ça, ça a poussé Ethan, en 2016, à déménager, à quitter les lieux. Il n'en pouvait plus. Il s'est dit, je peux pas rester là-bas. Il a donc réfléchi à une solution pour partir sans que ça lui coûte de l'argent. Il a décidé de partir en voyage humanitaire. Aujourd'hui, 1 an et demi après cette histoire, Ethan repense souvent à ce qui se passe. Il regarde des fois sur Google Maps la fameuse maison et essaie de voir si Mike y vit toujours, s'il voit toujours son véhicule, ce genre de choses. Il se dit à chaque fois, est-ce que je devrais appeler la police ou pas? Ou est-ce que maintenant c'est trop tard? Et finalement, il a pris la décision de le faire. Il a contacté la police locale de là où vivait Mike. Il a donné autant d'informations que possible et il ne sait pas comment s'est conclue cette affaire. Lui, il sent que sa conscience est plus légère, il se dit ça y est, j'ai fait mon devoir, j'ai prévenu, s'il y a quelque chose, tant mieux, il sera peut-être arrêté, s'il n'y a rien, bon, c'est pas grave, il aura été contrôlé et puis on oublie cette histoire. Ce témoignage s'arrête ici. Selon vous, Mike, tueur, qui potentiellement pratique cette activité criminelle dans son sous-sol, ou alors juste quiproquo, et en fait il faisait rien de chelou. Si on prend toutes les informations qui ont été données par Ethan, c'est-à-dire les propos que Mike tenait, son comportement étrange, les odeurs, ce genre de choses. Dites-moi vous en commentaire, selon vous, quelle est la vérité vis-à-vis de Mike? Peut-être qu'il y aura une update de ce post Reddit un jour où Ethan apprendra la finalité de cette histoire et de ce qui lui est arrivé. Les amis, j'espère que ces 2 threads Reddit vous ont plu, qui vous ont intéressé. Je vous avais prévenu que c'était des histoires qui étaient assez longues, hein, mine de rien. Mais
On va commencer avec l'histoire de Brian. Brian avait 17 ans et il n'avait pas le permis de conduire. La plupart du temps, pour ses déplacements, il faisait appel à des amis qui l'emmenaient là où il devait aller. Mais plus occasionnellement, ce qu'il faisait, c'était de l'autostop pour aller à des endroits où il voulait se rendre. Le moment où se passent les faits, c'est un moment propice à vivre des choses un peu étranges. En plus, ça peut augmenter ce sentiment de peur, c'est que ça se passait la nuit. Et cette fameuse nuit, il avait décidé de faire de l'autostop. Brian avait travaillé beaucoup, il était fatigué, du coup il avait une grosse flemme de marcher. Après, il avait des petites règles qui s'étaient fixées par rapport à ce qu'il faisait, c'est-à-dire de l'autostop. Il se disait qu'il n'allait pas rentrer dans une voiture avec un seul homme, qu'il privilégiait des familles, ce genre de choses, des choses plus rassurantes. Néanmoins, la fameuse nuit des faits, il n'y avait pas beaucoup de voitures qui passaient sur la route sur laquelle il était. Et en plus de ça, la petite cerise sur le gâteau, il faisait très froid. À un moment donné, une voiture s'arrête, Brian regarde un petit peu qui est le conducteur, c'est un seul homme, donc ça correspond pas à sa règle, mais bon, il se dit qu'il va potentiellement accepter d'être conduit à destination par cet homme, parce qu'il y a très peu de voitures, donc ça peut être compliqué pour lui s'il refuse. L'homme s'arrête, Brian jette un petit coup d'œil à l'intérieur du véhicule et il voit qu'il y a l'homme qui est du côté du conducteur. C'est un homme qui a l'air très bien, en bonne santé, en bonne forme. Brian se dit que si jamais l'homme essaye de l'agresser, il pourrait potentiellement réussir à se défendre parce que c'est pas un homme très musclé ou quoi que ce soit, donc rien en soi qui pourrait le rendre mal à l'aise à ce moment-là. Les deux hommes s'accordent sur la destination et Brian pénètre dans le véhicule de l'homme du coup qui a l'air plutôt gentil. Pendant le trajet, les deux hommes échangent leurs noms et ayant eu très froid, Brian met ses mains sur le chauffage pour se réchauffer un petit peu. Pendant ce temps-là, le conducteur lui pose quelques questions. Il demande si Brian vit dans le coin, depuis combien de temps. Il fait un peu la conversation comme ça. Le conducteur en vient à dire que lui, il est dans la région depuis seulement quelques mois. Il ajoute à cela également qu'il trouve le coin très beau et il espère pouvoir trouver le bonheur ici et y rester. Cette phrase-là, ça met un petit peu mal à l'aise Brian. Il se dit comment ça trouver le bonheur, de quoi il parle. Du coup, il a une petite gêne, mais il décide de passer outre. À un moment donné, il commence à neiger. Donc la route devient petit à petit enneigée et forcément un peu plus dangereuse. Donc naturellement, le conducteur va ralentir la cadence de la voiture, la vitesse, au cas où pour éviter un accident, et il va être très focus sur la route. Normal. À un moment donné, une voiture qui venait d'une intersection semble avoir perdu le contrôle. Du coup, elle commençait à glisser sur la route, et Brian, ayant vu ça, il crie « Attention !» Et là, le conducteur va faire un move assez spécial, il va appuyer sur le frein très fort, la voiture va s'arrêter net, glisser un petit peu parce qu'il y avait de la neige, mais elle s'arrête rapidement, et l'homme va dire « Ne me crie jamais dessus ». Brian, là, il est sur les fesses, il sait pas quoi dire du tout. La seule chose qu'il dit c'est « Ok, ça va aller, on est suffisamment proche de là où je dois me rendre, laissez-moi ici, et je vais y aller à pied. » Sauf que le conducteur, il reprend la route tranquille. Brian se dit que peut-être il l'a pas entendu, du coup il répète, il dit « S'il vous plaît, Richard, le nom du conducteur, laissez-moi là, et ça va aller, merci de m'avoir conduit, je vais me débrouiller pour le reste. » Et encore une fois, zéro réponse. L'homme continue de conduire, et il accélère un petit peu, il va plus vite alors qu'il neige. Là, Brian, il se pisse dessus. Il se dit « Mon Dieu, je suis tombé dans un traquenard. » Brian, il est perdu dans ses pensées. Il sait pas s'il doit continuer de parler ou s'il doit se taire pour éviter un danger. C'est sûr que après ce que le mec lui a dit, arrête de crier sur moi, bah Brian, il osait pas trop parler après. Et à un moment donné, 1 ou 2 kilomètres plus tard, Brian entend que le conducteur marmonne quelque chose, mais vraiment très bas, vraiment c'est incompréhensible. Du coup, il dit « Je suis désolé, mais j'entends pas ce que tu me dis. » Et là, l'homme va répondre rapidement et un peu plus fort, ce qui fait que là, Brian peut comprendre ce qu'il dit. Et l'homme dit « Tu me cries toujours dessus. Je te l'ai dit encore et encore, ne me crie pas dessus. Je n'apprécie pas qu'on me crie dessus. Est-ce que tu entends ça? Non, 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 non. Maintenant, c'est fini, je ne t'écoute plus. Est-ce que tu as entendu ?» Brian, là, il a rien capté. Il est complètement perdu. Il savait pas quoi répondre et il savait même pas s'il devait répondre à ça. Brian, la seule chose qu'il décide de faire, c'est de regarder l'extérieur de la voiture pour se dire « Bon, va peut-être falloir que je saute. » Sauf qu'il se rend compte d'un truc un peu étrange, c'est que la serrure de la voiture n'est pas présente de son côté. En gros, il n'a pas la possibilité de verrouiller ou de déverrouiller sa portière parce que le verrou est manquant. Donc la seule personne qui peut faire ça, c'est le conducteur. Brian commence à avoir des larmes qui coulent parce qu'il se dit « Ce que je peux faire, c'est potentiellement créer un accident en chopant le volant et en le tirant, sauf que ça peut être très dangereux pour moi. » Il se dit « Je pourrais survivre effectivement. » Mais je pourrais aussi en mourir, ou être blessé ou quoi que ce soit, et est-ce qu'il veut vraiment ça? Pas vraiment. Et là, l'homme va faire un move totalement chelou. Pour la première fois depuis que Brian est rentré dans la voiture, l'homme va le regarder, il va cligner des yeux plusieurs fois rapidement, et il va se garer dans une station essence. Étrange comme comportement.
Brian attend quelques instants, il attend de voir si l'homme déverrouille les portières. Il voulait rien dire, hein. Il voulait pas contrarier l'homme, hein. Il se dit maintenant je me la ferme. Et au bout de quelques minutes, l'homme va dire c'est mieux que je te laisse ici. Il appuie sur le bouton pour déverrouiller les portières et Brian, sans se faire prier, il fonce hors de la voiture. Brian, voulant se mettre en sécurité rapidement, il s'est dit je vais attendre qu'il parte, mais je vais attendre dans la station essence. Du coup, il arrive juste devant la porte du petit magasin et là il entend que le conducteur l'appelle en prononçant son nom. Brian s'est retourné et il constate que l'homme a l'air très confus, très perturbé. Du coup, Brian il se dit est-ce que je vais le voir, est-ce que j'y vais pas? Bon, finalement il se dit on est dans une station essence, s'il cherche à m'agresser ou quoi que ce soit, qu'il y a des caméras, il y a des gens, ça devrait aller. Il va le voir et l'homme s'excuse de son comportement. Il dit si je t'ai fait peur, j'en suis désolé. L'homme dit également est-ce que ça va être bon pour que tu rentres chez toi? Et Brian dit que oui, ça devrait aller. Après cela, il rentre dans la station essence et l'homme se prépare à partir, mais il constate que l'homme a un comportement étrange dans sa voiture. Il n'est pas encore parti, il est là, et il fait des gestes de tête comme si il faisait un peu un mouvement de balancier, vous voyez. Et du coup, ça terrifie totalement Brian qui observe de l'intérieur de la station essence. Il se dit attends, il va quand même pas, je sais pas, sortir une arme et rentrer en courant dans la station essence. Et finalement, l'homme rappelle Brian. Il lui dit viens voir. Brian, il a pas trop envie, du coup il le regarde de loin un peu étonné, et là, il sort un objet, la casquette de Brian qu'il avait oubliée dans sa voiture. Du coup Brian se dit, ok, il va chercher sa casquette, et il retourne dans la station essence rapidement. L'homme, il attend encore quelques minutes, et il s'en va. Brian arrive ensuite à retourner, pas chez lui, parce qu'il se dit, au cas où je suis suivi, je vais pas faire ce move là, il va chez un ami. Et pendant qu'il est sur le trajet de cet ami, il allait remettre sa casquette sur la tête, et il voit que dedans, il y a un papier. Il y a également 100 $, mais sur papier il y a marqué « Je suis désolé, s'il te plaît la prochaine fois prends un taxi et ne fais pas d'autostop cette nuit ». Et effectivement, depuis ce moment-là, Brian a totalement arrêté de faire de l'autostop. Et il a bien raison je pense. C'est sûr que même si en soi il s'est rien passé de très dangereux, ça doit être une situation vraiment très traumatisante. Là on a clairement affaire à de l'horreur plus psychologique parce que ça se trouve l'homme était simplement un peu perturbé, mais il n'allait rien faire à Brian. Mais c'est le genre de situation qui effectivement peut faire peur ceux qui ne sont pas habitués à côtoyer ce genre de personnes. Mais bon, on est heureux qu'il ne soit rien arrivé à Brian, ça c'est une certitude, et bon bah ça lui servira de leçon, hein. Maintenant, il fait plus d'autostop. Les amis, je vous propose maintenant qu'on enchaîne sur l'histoire suivante. Là, on va voir l'histoire d'un couple du nom de Sarah et Ross. C'était dans les années 80, ils avaient la vingtaine à l'époque, et ils avaient décidé d'aller faire un peu de camping en Californie. Quand ils sont arrivés, il était déjà un peu tard. Sarah était assise sur une bûche pendant que Ross, lui, déchargeait leur véhicule. Pendant qu'elle était assise, elle a entendu des bruits de pas faire le tour de là où ils se trouvaient. Elle est donc devenue très silencieuse et elle a dit à Ross qu'il y avait quelqu'un qui marchait autour d'eux. Ils se disaient que c'était potentiellement quelqu'un qui était là avant eux parce que pour se rendre sur les lieux, ils avaient dû conduire 3 km avec leur lumière éteinte, donc ils étaient en soi très difficiles à suivre. À un moment donné, le bruit ne se faisait plus entendre. Donc ils ont terminé d'installer leur petit camp et ils se sont posés tranquillement, ils écoutaient un petit peu la radio, ils chillaient totalement sereinement. Ils avaient limite oublié ce qui venait de se passer juste avant. À un moment donné, Ross s'est endormi avant que Sarah ne s'endorme également. Elle a été dans le stade où elle était à moitié endormie, à moitié réveillée. Et encore un moment, elle a entendu des bruits de pas rôder autour de la tente. Elle a essayé de réveiller Ross, mais Ross était trop fatigué pour se réveiller. Et pendant ce qui lui a semblé des heures, elle a écouté ce son pour essayer de déterminer ce que c'était. Et à un moment donné, elle a entendu quelque chose qui l'a totalement tétanisé sur place. Elle a entendu des paroles prononcées dans une voix qui semblait presque démoniaque. Cette voix disait « Je suis là et je vais vous tuer ». Et juste après avoir dit ça, elle voit l'ombre d'un couteau qui se pose contre la tente. Et en fait, la personne qui semblait être un homme qui était là et qui effrayait du coup Sarah, frottait son couteau sur la toile de la tente. Sarah, elle est tétanisée, elle peut pas bouger, elle ne dit rien du tout, elle sait pas quoi faire. Et là, elle va tenter un move. Elle va dire « Ross, attrape ton pistolet et tue cet énorme abruti ». Bon, les mots qu'elle emploie normalement, ce sont des mots un peu plus crus, mais là, je vous la fais la version un peu légère. Forcément, vu qu'elle a crié « Ross », il l'entend, ça le réveille. Et là, ils entendent des bruits de pas, mais des bruits de pas qui s'éloignent. Donc, l'homme a dû prendre la fuite. C'était un move sacrément osé parce que ils n'avaient pas d'arme à feu en réalité. C'était juste pour essayer d'effrayer l'homme. Et ça a marché fort heureusement. Ross lui s'est réveillé un petit peu rapidement et ensuite il s'est dit je vais aller chasser le mec. Du coup il a voulu courir après l'homme qui venait de prendre la fuite. Malheureusement l'homme était déjà parti depuis quelques minutes, donc dans une forêt il était déjà loin. Ça leur a servi de leçon. Du coup ils ont pas dit on passe la nuit ici. Ils sont directement rentrés chez eux. Ils sont retournés à leur voiture et ils ont vu que leurs pneus avaient été crevés.
Ce qui était compliqué en soi parce qu'il se trouvait dans une fourre au milieu de nulle part avec quelqu'un qui venait de dire « je vais vous tuer ». Sarah et Ross restent enfermés dans leur voiture pour essayer d'être en sécurité et 1 heure plus tard un garde forestier arrive sur les lieux. Il patrouillait dans la région, du coup naturellement Ross et Sarah l'ont interpellé et ce gentil garde forestier les a aidés. Il les a emmenés en ville, il a tracté la voiture et ils ont pu faire réparer le pneu et rentrer chez eux sereinement. Néanmoins, avant d'entrer chez eux, ils ont eu une petite conversation avec ce garde forestier qui disait qu'il était là, cette nuit-là, alors que normalement il n'est pas attribué à cette zone parce que récemment il y aurait eu des meurtres dans la zone et du coup les autorités voulaient mettre la main sur le meurtrier. Donc concrètement, Ross et Sarah étaient des victimes potentielles d'un meurtrier qui rôdait dans le coin. Et avec cet énorme coup de bluff, ils ont réussi à survivre. Mais ça se trouve, si jamais ils n'avaient rien tenté de la sorte, ils n'auraient pas été là pour raconter leur histoire. On ne sait pas si le meurtrier a été arrêté ou quoi, ça c'est un mystère. Peut-être qu'il rôde toujours et qu'il se trouve actuellement dans une forêt près de chez vous. Non, ça c'est aux États-Unis, c'est aux États-Unis. Après, si le mec est suffisamment fou, il peut prendre un avion pour venir ici, ça c'est sûr. Mais bon, non, c'est pas possible, c'est pas possible. Cette histoire-là était un peu plus courte, mais c'est terrifiante quand même. Te dire que tu as fait la rencontre d'un tueur comme ça, bah, je pense que c'est une bonne raison pour te dire on va arrêter de faire du camping en forêt. Je pense que c'est un argument qui peut rentrer dans la balance et qui peut peser très lourd. Bon les amis, je vous propose tout de suite qu'on passe à l'histoire suivante. On va conclure avec le témoignage de Chad. Chad, quand il était plus jeune, il avait une peur incontrôlable de la nuit. Parce qu'en fait, quand il était plus jeune, il lisait beaucoup d'histoires sur des monstres qui ne sortaient que la nuit et du coup, ça l'a un peu marqué. Et maintenant, il a peur de sortir tout seul la nuit, surtout dans les zones qui sont très peu éclairées. Chad était allé voir un match de baseball avec un ami, il y était allé en voiture, ils ont passé la soirée à regarder le match et il y a eu des manches supplémentaires, du coup il se faisait assez tard dans la nuit quand le match s'est terminé. Chad a ramené son ami chez lui, et après, il a décidé de rentrer chez lui en voiture tranquillement. À un moment donné, il était arrêté au feu rouge. Il était à un croisement en T, c'est-à-dire qu'il était sur une route, il pouvait pas aller tout droit, il allait soit à gauche, soit à droite. Chad, il est pas très serein. Lui, il veut tourner à gauche, il attend, et il commence un petit peu à avoir un peu peur. Et il se dit, attends, non, la peur de la nuit, c'est fini, j'ai montré que je suis un bonhomme, cette nuit, j'ai pas peur, je fais le bonhomme. Chad attend donc à son feu, il se sent bien, il se sent fort, il regarde à gauche et il voit qu'il y a une dame assise sur un banc. C'était un banc qui se trouvait dans un abribus et il y a eu un petit eye contact entre Chad et la femme. Dès qu'il y a eu ce petit échange de regards, Chad, tout de suite, il a détourné les yeux. Sauf que c'était trop tard, la femme avait capté que Chad l'avait vu, du coup, elle est allée le voir. Chad, dans sa vision périphérique, voit que la dame porte un sac et il se dit « Ouf, si elle me sort un truc, faut que je puisse déguerpir en vitesse. » Du coup, il met le pied sur l'accélérateur. Chad, il prie pour que le feu passe au vert rapidement pour qu'il puisse partir et faire genre je t'ai pas vu, hop je me casse. Mais c'est pas arrivé parce que le feu était sacrément long. La femme arrive au niveau de la voiture de Chad, elle pose son sac et elle toque à sa vitre. Chad la regarde nerveusement et la femme lui fait signe de baisser sa vitre. Chad ne voulait pas ouvrir sa fenêtre au maximum, du coup il appuie très légèrement sur le petit bouton pour que sa vitre ne se baisse que très peu. La femme, elle dit rien et elle commence à parler. Elle dit « Mon petit ami m'a battu. Est-ce que vous pourriez me conduire chez un ami qui se trouve dans la rue ?» Cette femme-là, maintenant qu'elle est beaucoup plus proche de Chad, il peut la voir et en faire une petite description, c'était une femme dont on n'arrivait pas à déterminer l'âge, qui était petite et un peu maigrichonne. La seule chose que Chad pouvait vraiment dire, c'est que cette femme avait un visage marqué, comme si elle avait été marquée par la vie, qu'elle avait connu des difficultés, du coup elle avait peut-être quelques rides, peut-être quelques bleus, ce genre de choses. Il y a autre chose qui interpelle un peu Chad, c'est que la manière dont elle parle, ça fait un peu robotique, vous savez, comme si elle récitait quelque chose, comme si elle avait une ligne de texte et qu'elle l'a répété. Du coup, Chad, il est pas très à l'aise. Il décide donc de dire, je suis désolé, je dois rentrer chez moi, je peux pas vous conduire. Et là, la femme, comme si Chad n'avait rien dit, comme s'ils venaient de se rencontrer, elle va redire, mon petit ami m'a battu, j'ai un ami qui habite dans la rue, est-ce que vous pouvez m'y conduire? Elle dit exactement la même chose que la première fois, comme si Chad n'avait rien dit. Là, Chad, il se dit, attends, qu'est-ce qui se passe là? Il prend un peu plus confiance et il redit qu'il doit rentrer chez lui, que ses parents l'attendent, qu'il a un couvre-feu et que du coup, s'il n'est pas rentré à, j'ai une bêtise, à 2 h du matin, il va se faire engueuler. Et là, la femme, elle redit la même chose. Mon petit ami m'a battu, j'ai un ami qui habite dans la rue, est-ce que vous pouvez m'y conduire? Là, le feu devient vert. La femme, à un moment donné, regarde le feu, elle voit que le feu est vert, après elle regarde de nouveau Chad, elle va se pencher vers lui et elle va lui dire quelque chose qui hante encore à l'heure actuelle la mémoire de Chad. Elle va dire « Tu as pris la bonne décision ». Après ça, elle ramasse son sac qu'elle avait mis au sol et elle retourne s'asseoir. Chad reprend sa route, il s'éloigne et pendant tout le trajet retour pour rentrer chez lui, il pleure. Il pleure parce qu'il se dit « Mon Dieu, qu'est-ce que cette femme avait l'intention de me faire ?» Est-ce qu'il y avait des gens qui attendaient que, je sais pas, que la femme rentre dans la voiture pour mettre le frein à main, pour que Chad soit totalement à l'arrêt et qu'il se fasse agresser? Est-ce qu'elle avait un truc dans son sac pour agresser Chad? Est-ce qu'elle comptait l'emmener
quelque part où il allait être enlevé, agressé, on ne sait pas trop. C'est un mystère et c'est ça qui hante la mémoire de Chad, c'est qu'il se dit mon Dieu, qu'est-ce qui se serait passé? Néanmoins, cet événement-là n'a pas du tout arrangé la peur que Chad avait de la nuit. N'hésitez pas à me dire en commentaire vous ce que vous pensez de cette histoire. C'est vrai que tu peux te dire que qu'il y avait un traquenard derrière tout ça, hein. La femme, en plus, elle se met en position clairement de victime, t'as envie de l'aider, hein. Quelqu'un qui te dit je me suis fait battre, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me conduire en sécurité, t'as pas envie de dire non. Donc c'est un moyen très efficace, sûrement, de tromper la vigilance de quelqu'un pour derrière l'agresser. On ne sait pas ce qui se serait passé en soi, est-ce qu'il aurait été tué, agressé, volé, est-ce qu'on voulait lui voler sa voiture? Ça c'est un mystère. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, quelles sont vos théories. Mais ce genre de truc là, ça me parle. J'ai peut-être déjà vu des histoires un peu avec ce genre d'événements un peu comme ça, avec quelqu'un qui ne semble pas dangereux, qui dit s'il vous plaît est-ce que vous pouvez m'aider, et que finalement en fait il y a un traquenard derrière. Après, ce que moi je pourrais dire, petite théorie, c'est que c'est pas la femme qui aurait causé problème. Je pense que c'est un groupe d'individus ou un homme derrière, parce que la femme avait l'air voilà, elle répétait son texte et elle dit à Chad qu'il a pris la bonne décision, donc c'est qu'en fait elle fait ça et que limite elle est même forcée de faire ça. Et peut-être que si elle ne le fait pas, elle se fait battre. Ça c'est possible.